Bonjour à tous, je suis Christian Verhaeghe, directeur de la transformation et du conseil SIRH chez Heming. J'ai le plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et son impact sur l'expérience collaborateur dans le cadre de cette journée 24 heures parlons RH. J'ai la chance d'être accompagné par Reynald Chapuis et je vais d'ailleurs immédiatement lui passer la parole pour qu'il se présente en quelques mots. Reynald? Bonjour à tous nos spectateurs, on va dire. Merci Christian. Donc moi je suis, j'ai 53 ans, je suis DRH en charge de la transformation d'un groupe en fait qui rassemble, en gros 80 000 collaborateurs, le Crédit Mutuel avec 14 fédérations, le CIC, Targo, enfin différents types et des banques spécialisées, Banque Transatlantique par exemple, et puis, des filiales à l'étranger. Et puis par ailleurs, je suis assez investi dans le domaine, des startups. Je suis président d'honneur du Lab RH et puis je fais du mentorat de startup, en gros tous les 15 jours avec des jeunes ou pas jeunes, créateurs d'entreprises en fait qui ont besoin de conseils en matière, de transformation, en matière de digitalisation. Voilà, ou de modèle. Merci Reynald, on a vraiment un super invité. Donc, l'intelligence artificielle a un impact significatif sur l'expérience collaborateur et c'est ce qu'on va tenter de prouver et de commenter aujourd'hui, Reynald, tous les deux. Cette IA, elle permet d'automatiser des tâches, de personnaliser l'expérience, on en reparlera tout à l'heure, améliorer la communication, faciliter la formation et dynamiser la performance RH. L'outil, c'est un outil puissant. On reparlera également de productivité, de satisfaction des collaborateurs, mais également de risques, hein, et je ferai un peu d'éthique à la fin. On va explorer les enjeux, les opportunités et les freins liés à ce sujet d'actualité. Reynald, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par la définition de l'expérience collaborateur. Pour ma part, je la définis comme l'ensemble des interactions, perceptions et émotions qui sont vécues par un collaborateur tout au long de son parcours au sein de l'entreprise, son entrée, ses mobilités, ses absences et jusqu'à la sortie de l'entreprise. Ce parcours, il intègre des nombreuses interactions humaines, hein, la direction des ressources humaines, le management, hein, mais également des outils. Et c'est là qu'on voit apparaître toute l'importance du SIRH, et tu sais que c'est un sujet qui me passionne particulièrement. Mais au sein de ton organisation, comment tu définirais cette notion d'expérience collaborateur? Est-ce que c'est un sujet d'actualité? Alors, c'est un sujet du temps parce qu'effectivement, on peut pas se restreindre aujourd'hui et tout est poreux, à simplement l'univers, du collaborateur sans considérer finalement, les temps de vie, ce qu'on appelle les temps de vie, le temps du travail, le temps aussi personnel. Pour moi, l'expérience collaborateur, c'est vraiment, mais tu l'as dit, hein, c'est tout ce qui est ressenti. Le volet émotionnel est très important, mais il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce qu'il faut rajouter quand même, c'est la question, on va dire du temps, ou des temps, je parlais des temps de vie, c'est-à-dire d'être capable de croiser finalement le parcours du collaborateur qui peut être assez vite modélisé, hein, depuis le sourcing, l'intégration, l'onboarding, et cetera jusqu'au départ, mais aussi avec la question plutôt des moments de vie, on va dire, qui sont clés. Donc évidemment, la question, par exemple, de la découverte de la maladie, qui est un moment qui peut être très difficile à vivre, ou quand on est proche aidant, la question effectivement de la parentalité, la question de la préparation de la retraite, la question de changement de métier. Enfin voilà, il y a des moments en fait où on va croiser plusieurs dimensions. Et cette approche un peu multidimensionnelle, si on prend l'exemple de la parentalité, c'est la capacité à la fois anticiper par l'organisation ce moment, mais d'être capable aussi de collecter au fur et à mesure finalement de la préparation, du départ, la bonne information des collaborateurs qui partent pour un congé parental, le retour, la question de l'adéquation avec le projet professionnel à partir d'un moment évidemment où on n'est plus, on est parent et donc les choses peuvent être complètement changées, bouleversées. Donc c'est bien la combinaison en tout cas entre cette approche de l'émotion au sein de l'entreprise, de ces moments qu'on propose au sein de l'entreprise, mais aussi cette bonne articulation avec les temps de vie et la réalité plutôt personnelle. Et donc c'est bien les deux qu'on doit être capable de rapprocher. Voilà. Reynald, cette définition de l'expérience collaborateur, je la trouve très pertinente. Et j'aime particulièrement la notion de combinaison des profils et des moments de vie. Ce que je te propose maintenant, c'est d'avancer d'un cran et après avoir travaillé sur la définition de l'expérience collaborateur, arriver sur l'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et tout comme pour l'expérience collaborateur, je vais proposer une définition à nos auditeurs. Et là, je prends mes notes parce que je vous dirai ce qu'est la source. Donc, l'intelligence artificielle, l'IA, hein, dont on entend beaucoup parler, elle dessine un domaine informatique qui se concentre sur la création de systèmes et de machines capables d'exécuter des tâches qui nécessitent généralement une intelligence humaine. Donc, cette définition, c'est celle que m'a donnée ChatGPT
ChatGPT quand on a préparé la conférence. Bon, évidemment, ces tâches, elles comprennent la résolution de problèmes, la reconnaissance de formes, la compréhension du langage naturel, l'apprentissage, le célèbre machine learning, deep learning, la planification et l'adaptation à des environnements changeants. Bon, tout ça est un peu technique, hein, et comme je l'ai dit, c'est issu de ChatGPT, mais de fait, Reynald, encore une fois, avec ta vision très terrain de ce qui se passe dans ton groupe, est-ce que tu saurais nous donner une définition avec une approche que je qualifierais de peut-être grand public, hein, sur l'intelligence artificielle? Et je veux même aller plus loin, comment tu en parles à tes dirigeants dans l'entreprise? Alors déjà, je pense qu'il faut, à la fois être capable d'avoir une version très simplifiée de ce que peut être, ces nouvelles technologies en général. D'abord parce qu'elles déclenchent tout de suite, on va dire, la séparation entre les sachants, on va dire, et les non-sachants. Hem, Ça reste et il y a vraiment un historique, assez long, assez lointain, sur la question de l'automatisation. C'est assez profond, hein, depuis la mécanisation, les soieries de Lyon, avec les conséquences qu'on sait, évidemment, sur les canuts, par exemple, sur la révolte des canuts, jusqu'à finalement aujourd'hui. Ce qui rapproche tout ça, c'est la question d'abord de faire porter des activités ou des tâches humaines effectivement par la machine, hein. Lequin parle même d'ailleurs on va dire d'activités, animales, donc tu vois, ça va encore plus loin. Mais ce qui est pour moi très, très clair, c'est qu'il y a quand même une ligne assez prolongée, un historique assez prolongé et donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment issu de travaux, assez lointains, assez longs. Il y a eu des tentatives et c'est vraiment aussi le rapprochement de technologies, hein, donc il y a la statistique, il y a les mathématiques, il y a bien sûr aussi tout ce qui est mécanisme. Et on va parler assez vite de l'algorithmie, on va parler du langage. Donc on va avoir un ensemble, de technologies qui vont permettre cette automatisation. Alors elle est soit totale, elle est soit partielle. Souvent la question en fait, mais on va y revenir, c'est la combinaison entre effectivement l'action humaine, la déci et après il y a des choix d'organisation d'ailleurs, hein, et aussi donc la question de qu'est-ce que va faire, la machine. Pour moi, la définition en fait, elle doit pouvoir en tout cas dire que c'est vraiment pas quelque chose qui a émergé comme ça, vraiment on va dire une école, assez, polyvalente, à la fois donc, dans les mathématiques, dans les sciences, pour arriver effectivement à ce résultat où aujourd'hui on est capable aussi de faire de la création, au travers effectivement de l'IA générative. Bah, on va maintenant échanger à propos du cœur de notre sujet qui est, plutôt l'évolution, voire même la transformation de l'expérience collaborateur à travers, l'intelligence artificielle. Donc on l'a vu, là, on se l'est dit, l'intelligence artificielle est un outil puissant qui peut améliorer la productivité, la satisfaction des collaborateurs. Hem, on va parcourir maintenant quelques grandes fonctions RH sur laquelle on va un petit peu, s'étendre et que tu puisses nous donner un peu de retour d'expérience. Mais peut-être avant ça, tu est-ce que tu as un point à rajouter sur, les sujets de l'IA, notamment autour de la personnalisation de masse? Je crois que c'est un élément qui était important pour toi. C'est-à-dire que si on parle des problèmes, parce qu'on va s'orienter solution, mais je pense que c'est intéressant de parler à un moment des problèmes. Tout le monde fait le constat effectivement de la complexité. Alors, complexité, c'est la définition d'Edgar Morin, hein, c'est vraiment tout ce qui est multifactoriel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on reprend un problème, la capacité à comprendre en fait, tout ce qui vient composer ce problème. Alors on le traite d'ailleurs parfois en intelligence collective, par de la facilitation des sessions là, on va prendre des gens en fait qui vont avoir une vision d'un sujet, puis on va recombiner ça. Mais l'intérêt de l'intelligence artificielle, grâce à sa capacité en fait, c'est à la fois d'ailleurs de comprendre dans le premier sens du terme, de prendre avec toute cette complexité, de le restituer effectivement de manière parfois simple. Donc, on a des systèmes neuronaux en fait qui vont comprendre cette complexité, qu'elles apprennent avec un appui humain ou pas, et puis on va nous proposer des solutions. Pourquoi on a besoin de l'IA, alors notamment dans la partie RH? C'est que les problèmes d'un point de vue RH deviennent de plus en plus complexes. C'est-à-dire effectivement, ils sont multifactoriels. On a parlé tout à l'heure de l'expérience qui se complexifie parce qu'évidemment, si on a une approche linéaire administrative de la relation collaborateur, c'est relativement simple. On est dans une approche d'ailleurs équitable du traitement des collaborateurs. Alors qu'aujourd'hui, finalement, l'attente des collaborateurs, mais aussi la question des candidats, l'attractivité, c'est plutôt d'être capable de traiter de manière complètement personnalisée l'expérience au travail, la relation au travail. Et pour ça, évidemment, on ne peut pas le faire avec des schémas anciens.
le monde étant devenu à la fois plus complexe et plus incertain, l'IA est vraiment un candidat, j'ai envie de dire éminent pour aller régler, proposer des solutions dans un temps qui soit aussi celui, on va dire acceptable du marché et de la compétitivité. La RH aujourd'hui, c'est vraiment du business. Si on comprend que la RH est du business et que c'est quand même le cœur de la performance des entreprises, comme on a pu le montrer, et y compris d'ailleurs sur la question aussi de l'engagement environnemental, social, sociétal des organisations, alors, eh bien, on va exploiter l'IA dans toutes ces composantes que j'ai tout à l'heure, que ce soit sémantique, que ce soit la question effectivement générative, que ce soit automatisé simplement, mais on en a besoin et je pense qu'on en aura de plus en plus besoin. Alors on va avancer, sur le sujet et je crois qu'on va reparler recrutement. Donc l'une des premières manières dont l'IA affecte l'expérience collaborateur, c'est en automatisant les tâches répétitives et chronophages, que ça soit celles des experts RH ou celles, des collaborateurs de l'entreprise. Les tâches chronophages, absorbées par une IA va permettre, aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches plus complexes, plus créatives et de fait, ça va améliorer leur satisfaction au travail. Par exemple, dans les services RH, l'IA aujourd'hui est très utilisée pour, trier les CV, essayer peut-être faire un peu de matching, pour gagner du temps. L'automatisation des tâches va aussi permettre de gagner en qualité, de réduire certaines erreurs humaines, pas toutes, mais certaines. Rénal, le groupe, Crédit Mutuel a probablement investi sur des sujets de performance qui sont liés aux tâches répétitives. Je crois que tu voulais nous parler un peu recrutement. Oui, alors je passe GRH, mais c'est vrai que bon, on a le groupe a été dans les premières, dans les premiers banques assurances en fait, 1er acteur banque assurance, a vraiment utilisé la technologie, d'IA avec Watson, avec IBM, et c'est vrai que côté RH, en fait, assez vite, le sujet du recrutement qui est devenu vraiment un graal, on va dire, être capable de détecter, donc sourcer. Quand on dit sourcer, c'est comprendre du coup la complexité et aller ouvrir les horizons, on va dire, des acteurs qui vont repérer des compétences, donc ça c'est le premier sujet, qui peuvent à un moment donné être exploitées, utiles, avec une composante assez complexe, hein. Aussi la relation du candidat à entreprise, c'est sa capacité à vouloir évidemment travailler dans un secteur qui est le nôtre, travailler sur une préférence de marque qui est la nôtre, travailler dans un environnement qui peut être petite équipe, grande équipe, est-ce qu'il est mobile, pas mobile, est-ce qu'il veut travailler à l'international. Donc quand on regarde finalement les attentes des candidats, quand on regarde les besoins des entreprises, c'est certain que ces questions, en fait, doivent être traitées par des technologies bien supérieures à ce qu'on exploitait avant, que ce soit sur les job boards ou que ce soit dans les ATS. Et donc le sujet, ça se traite déjà sur la question donc très en amont du repérage des profils, donc avec du sourcing. C'est devenu le recrutement un métier vraiment d'expertise. Ensuite, la capacité effectivement à parser les CV, c'est à être capable de comprendre et de fluidifier l'expérience pour injecter en fait toutes les données, que ce soit du profil LinkedIn, que ce soit la question du CV directement dans une expérience simple, à savoir, j'ai même plus besoin finalement d'aller chercher des offres, on va automatiquement me proposer le poste qui correspond finalement à mon profil. Et de repérer au travers du CV des contenus qui sont évidemment écrits, des compétences, des attentes en fait, qui vont nous permettre aussi d'orienter sur un poste qui va être attractif. Donc ça va, assez loin. Évidemment, la question du tri de l'information, parce que quand vous avez sur certains postes beaucoup de candidatures, bah, vous allez devoir passer par des systèmes un peu experts, sachant que la question, mais on le reverra tout à l'heure sur les sujets éthiques, c'est aussi de bien combiner l'action de l'automate ou de l'IA et la question évidemment plutôt du geste professionnel. Et c'est vrai que ces technologies vont aller beaucoup plus loin dans la question, par exemple, du coût du recrutement. C'est-à-dire jusqu'à présent, on s'attachait relativement très simplement à dire bah, je fais du sponsoring d'offres, j'ai un modèle de recrutement qui me coûte tant, j'ai le pourvoi du poste dans tel délai, etc. Là, la chaîne de valeur, si on regarde tout le continuum, on va dire, de l'expérience du collaborateur, c'est évidemment l'engagement au poste de travail, c'est la question de la durabilité dans l'emploi, c'est la question de savoir si c'est un talent, s'il peut aller plus loin. Voilà, donc le rapport en fait qu'on fera sans doute demain au travers de l'intégration de toutes ces données pour aller juger de la performance du recrutement ira très au-delà simplement d'un processus relativement binaire qui est je recrute ou je recrute pas, manière à pouvoir tirer des enseignements sur la pratique globale, l'expérience globale à partir d'un momentum qui est je candidate et je suis recruté. Voilà, et je suis onboardé et je suis engagé. Enfin voilà, quand vous faites la chaîne de valeur, on n'est pas du tout sur le même coût, évidemment, rapporté au recrutement.
Donc là, Rénal, sur la partie recrutement, on a parlé rationaliser des tâches administratives, on a parlé de volume de données. Maintenant, l'IA, elle peut aussi, et elle doit être aussi utilisée pour personnaliser l'expérience collaborateur. Et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Grâce à l'analyse des données, les entreprises peuvent mieux comprendre les besoins et les préférences de chacun des collaborateurs. Par exemple, l'IA, elle peut recommander des formations, elle peut recommander des opportunités de carrière spécifiques liées à la fois aux compétences et aux appétences de chacun des collaborateurs, ramener à ce que l'entreprise a déjà fait. Mais l'IA peut également être utilisée pour personnaliser, par exemple, les avantages sociaux offerts aux collaborateurs. On a vu des exemples où un collaborateur qui a des enfants en bas âge, l'IA va être en capacité de lui recommander des avantages tels que des services de garde d'enfants ou des horaires de travail flexibles. Encore une fois, l'IA, même s'il y a un volume de collaborateurs important et c'est le cas dans ton entreprise, on est capable de faire des choses. Des éléments comme cela dont on pourrait avoir peur qu'ils déshumanisent la relation, en fait, vont renforcer le lien entre l'entreprise et les collaborateurs grâce à la personnalisation. Dans le monde actuel, on le sait, hein, la compréhension des besoins des collaborateurs et la personnalisation est importante. On a tous en tête les modèles Amazon, Netflix, hein, ça nous a tous parlé, on aimerait y être, mais sur ces aspects de personnalisation, qu'en est-il dans le groupe Crédit Mutuel? Bah, globalement, en fait, la question de la personnalisation, elle part quand même d'un sujet qui est les communs. C'est-à-dire que on peut pas traiter la différence, la singularité, sans traiter finalement aussi ce qui réunit, hein, ce que tu dis, les collaborateurs. Il y a un sujet, on va dire, sur lequel beaucoup d'acteurs travaillent aujourd'hui, c'est la question, par exemple, d'être capable de décrire de manière précise l'activité professionnelle. Ça veut dire, je me reconnais moi, qui suis sur tel poste, dans le métier qui est exprimé par l'organisation. Cette capacité déjà à bien projeter en fait le collaborateur sur son poste, en soi, c'est déjà pas simple, hein. Il y a d'une équipe à l'autre sur une activité relativement, proche, je pense que la perception, de la relation à son métier est pas toujours la même. Donc c'est le 1er sujet et donc pour le faire, la bonne approche, mais c'est aussi une approche d'ailleurs plus inclusive sur le plan de la question de la diversité des équipes, sur la lutte contre les discriminations, mais aussi sur l'enjeu de propager le sujet de la RH à d'autres dimensions que la RH, c'est l'approche par les compétences. Et donc c'est vrai que c'est un sujet qui doit nous permettre à la fois de dire quel est le commun en fait entre les équipes au travers du référentiel de compétences. Alors il se trouve que nous, on a créé un référentiel de compétences et comment chacun va plus loin que ce qu'on attend dans son métier au travers de compétences qu'il ou elle a acquises avant ou en dehors de l'organisation et qui peuvent à un moment donné servir l'organisation. À ce titre-là, une entreprise comme LinkedIn détient souvent plus d'informations sur les collaborateurs que n'en détiennent les entreprises elles-mêmes. Et donc, c'est un challenge finalement, hein, cette capacité aussi à conserver un capital humain qui est vraiment au top. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a créé un référentiel de compétences qui nous ressemble. On a un groupe mutualiste, par exemple, dans les savoirs, on a la question de la connaissance du mutualisme. C'est un exemple, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas le trouver sur étagère sur d'autres référentiels. Et puis, on s'est dit en intelligence collective, on avait fait quelques centaines d'heures de travail sur la création de ce référentiel, c'est est-ce qu'il est robuste? On va déjà le projeter sur une approche en fait simplement data visualisation des métiers, des parcours, à partir du coup simplement de proximité de compétences, hein, de tiers de compétences communes, de métiers l'un à côté de l'autre. Et ce modèle-là, en fait, qui est un moyen aussi d'informer des candidats pour le site carrière, mais aussi des collaborateurs sur la capacité d'évoluer, on a eu besoin derrière de le confronter, alors par de l'IA, à la réalité en fait des parcours professionnels. C'est là qu'on est sur la question de la singularité ou de l'acceptation finalement aussi du zèbre au sein de l'organisation. C'était quelle est la part de cette vision finalement en intelligence collective confrontée à de l'IA, au travers d'une analyse de 10 ans de paye, de parcours de mobilité et à peu près 5000 CV anonymisés de collaborateurs, c'est est-ce que c'est juste? Alors, ça nous permettait de répondre aussi à tout un tas de gens qui, dans la boîte, tout le monde fait de la RH, hein. Donc, je dis ça parce que les RH savent très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que souvent, n'importe qui pense pouvoir être RH. Et c'est un métier de ce point de vue-là souvent ingrat. Euh, et donc dire, mais notre référentiel, il n'est pas parfait. On avait assumé finalement aussi une certaine forme de MVP. Il n'est pas fini, voilà. Mais on va le confronter, cette vision à plat avec de la data science. Et on a été très, très heureusement surpris. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle se retrouvaient sur un format où à 80, entre 85 jusqu'à 95%, on est capable en fait d'embrasser la réalité des mobilités des salariés au travers de cette carte. Ça, c'est un exemple à la fois donc de ce commun
RH qui existe, et en même temps de cette capacité à offrir, au travers de ce commun, la capacité pour des gens à évoluer complètement de manière divergente. Il y a pas de il n'est pas prescriptif, il est juste informatif, il n'est pas contractuel non plus, ce parcours, mais il va servir aussi à accompagner sur le projet professionnel, avant l'EP, sur la partie aussi attractivité des candidats, des personnes en se disant: «Voilà, j'ai envie de démarrer par ça, mais j'ai envie derrière de faire complètement autre chose», et ça, c'est un peu quand même le sujet de l'attractivité dans les boîtes aujourd'hui. C'est-à-dire être capable d'expliquer les métiers, que les gens se reconnaissent dedans et puis permettre d'évoluer. Voilà. Ah, moi, il y a un élément que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu viens de dire, c'est que beaucoup ont tendance à opposer l'humain à l'IA et toi, tu viens d'associer l'intelligence collective à l'intelligence, artificielle et ça, je trouve que c'est top. Enfin, tu le sais, moi, j'ai un hobby, de science-fiction et je parle souvent du syndrome de Terminator versus celui de Robocop et je pense que là, on est plus en Robocop, quoi. On va améliorer l'humain, plutôt que de l'opposer à la machine. Tu m'as parlé, je crois, d'un dispositif de mesure de l'écart entre les compétences des collaborateurs et la cible des métiers, les dispositifs à mettre en place pour accompagner les collaborateurs avec une approche un peu personnelle. Et je me souviens que tu m'as fait référence à une espèce de MAPI ou Citymapper, hein. Bah, en fait, c'est l'étape. C'est-à-dire que l'étape d'après, une fois que tu as cette espèce de carto à plat, sur lequel on va faire de l'interactivité. On va augmenter l'expérience d'ailleurs de savoir des collaborateurs par une modale en fait sur chaque métier, sur chaque station. Tu vas avoir la tendance à la hausse ou à la baisse du métier, le nombre de personnes sur le poste, l'accès à la fiche. Enfin, voilà, l'idée c'est de permettre directement aussi, pourquoi pas, d'y candidater. Enfin, on améliore aussi l'accès directement au service au travers d'une expérience d'information. Et l'étape d'après, bien sûr, c'est la question de j'ai mes compétences dans le groupe, j'ai des compétences ailleurs, doit être capable aussi de venir récupérer des compétences sur la base de référentiels tiers qui viennent augmenter notre capacité à comprendre finalement la richesse humaine et ensuite d'être capable de dire en fonction de moi ce que je suis, mon portefeuille de compétences et où je veux aller, de véritables stratégies en fait d'accompagnement du collaborateur au travers de l'outil et évidemment de la combinaison avec le manager et le RH. C'est-à-dire finalement, j'ai très envie de changer maintenant, ou plutôt je suis prêt à changer sur une étape un peu plus longue, mais j'ai envie vraiment de gagner, on va dire, en performance sur telle et telle maîtrise et tel métier. À ce moment-là, un petit peu comme la question de est-ce que je veux y aller de manière le plus court ou le plus rapide, c'est la question finalement de quelle est la bonne tactique pour moi par rapport à mon projet. Je suis là, qu'est-ce qu'on peut me proposer? Et cette question finalement de chemin diversifié crée aussi une logique d'arbitrage, on va dire d'auto-négociation en fait entre l'effort que je suis prêt à consentir en tant que salarié et la question finalement du bout du chemin, c'est là où je veux aller. Ça, c'est un outillage en self-care. Je suis seul et je suis autonome et je suis responsable. Je suis aussi capable de développer mes compétences au travers du catalogue de formation qui lui aussi évidemment est constitué du référentiel de compétences et donc on fait bien l'analyse d'écart entre ce que je suis, là où je veux aller, de quoi j'ai besoin. Et puis aussi, il y a la partie diplôme et certificat, où là, on va te dire, bah voilà, pour aller sur tel métier, il faut quand même un certificat pro, il faut tel certificat de banque ou tel diplôme. Voilà. Donc cette logique-là, en tout cas, c'est bien aussi de se dire que plus on va faire ça avec l'IA, et ça c'est pour les collègues RH que je dis ça, plus la qualité de l'accompagnement RH devient sensible. C'est quand je dis sensible, c'est toutes les composantes soft skills des équipes RH, toute la partie voilà, renégociation du projet, réalisme du projet, environnement aussi familial, parce que parfois on arrive à dire bah, vous voulez changer, vous voulez être capable d'aller, est-ce que votre famille peut, enfin voilà, donc vraiment d'accompagner de manière beaucoup plus profonde le salarié sur des dimensions parfois on n'a pas le temps de faire. Et donc c'est bien la combinaison entre la machine effectivement et aussi le geste professionnel RH. Ah, c'est super. Et manager, parce que le manager évidemment il a un rôle aussi Ouais. intermédiaire. Bah, c'est super intéressant et je crois que ce qui est important de noter là, parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de data, c'est que tout ça, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'on a connu aussi ces référentiels de compétences et ces parcours qui étaient statiques. Aujourd'hui, on est dans une vraie dynamique et ces parcours vont évoluer au fur et à mesure que la vie de l'entreprise va évoluer. On va aborder maintenant un sujet sur lequel je sais que tu as une grande sensibilité, c'est, l'amélioration de la communication interne de l'entreprise grâce
grâce à l'intelligence artificielle. L'IA peut jouer un rôle majeur dans l'amélioration de cette communication au sein des entreprises. Les chatbots, par exemple, hein, on en a déployé un certain nombre ces dernières années, peuvent répondre aux questions fréquemment posées par les collaborateurs. Ça libère du temps aux experts RH et aux managers d'ailleurs. L'IA peut également être utilisée pour analyser l'état d'esprit des collaborateurs. Alors, je crois que c'est quelque chose qui a fortement commencé. On en parlait encore tout à l'heure pendant le confinement, par exemple, hein, sur la crise Covid. Donc, on peut analyser l'état d'esprit des collaborateurs à travers des enquêtes, des discussions en ligne qui permettent de détecter des problèmes potentiels et derrière de mettre en place des plans d'action. L'IA peut également faciliter la communication interculturelle, par exemple en traduisant automatiquement des messages, voire des conversations Teams maintenant, où on peut avoir un agent conversationnel qui est présent avec nous, qui fait une traduction simultanée en plusieurs langues. J'en ai vu récemment, c'est assez impressionnant. Alors je ne sais pas si tu as travaillé réellement sur la gestion de la relation avec le collaborateur, mais je crois que la mesure de l'état d'esprit des collaborateurs, c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup travaillé et tu as eu un projet groupe, Crédit Mutuel, intéressant dont tu peux nous parler, hein. Alors, on a testé les chatbots. Alors juste peut-être un mot sur le chatbot, hein, parce que c'est vrai que la promesse et de manière générale, la question de la relation, on va dire, au bot, elle doit être vraiment excellente pour apporter de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que démarrer effectivement sur des chatbots de moindre qualité, enfin, on avait testé des choses, c'est clair, l'effet induit est presque complètement opposé à l'attente finalement ou à la promesse initiale. Cette capacité finalement aussi à dire qu'est-ce qu'on veut promettre en termes d'expérience, quel type de dialogue, parce que la puissance finalement de l'IA générative, tu parlais des instances OpenAI par exemple, c'est quand même la question du continuum de discussion. Et avoir à répéter ou être dans une approche finalement de FAQ, on voyait bien que si on n'était pas capable d'avoir un dispositif vraiment nickel, on perdait au contraire, on va dire en adhésion, en engagement, et donc du coup on a préféré attendre effectivement, malgré des tests qu'on avait fait initialement. Le deuxième sujet, c'est la capacité de comprendre dans la masse, en fait, donc quand on fait des enquêtes, comme là, on l'a lancé il y a 2 jours, hein, un baromètre, qui s'appelle «Vous avez la parole» pour tous les salariés du groupe, donc en 13 langues, avec des instances vraiment, on va aussi interroger les élus cette année, 15 000 élus, donc 80 000 salariés, 15 000 élus, sur un temps qui «Vous avez la parole», donc c'est une promesse déjà de considération. En termes d'expérience, je voudrais juste te dire que le simple fait évidemment de donner la parole et de le faire de manière congruente, hein, c'est-à-dire une fois qu'on a du matériau, qu'on est capable de l'analyser au travers de l'IA, parce que les technologies aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on a choisi le partenaire qui nous accompagne en fait autour de ce dispositif, c'est d'être capable sur la base quand même, quasiment 40% des salariés vont s'exprimer en verbatim, de comprendre ce qui est dit et de remonter sur la base du coup de poids des expressions, les sujets de préoccupation, d'intérêt qui sont en fait soulignés par le corps social. Ce sujet-là, c'est évidemment l'engagement qu'on prend, c'est un paramètre engagement aussi, de restituer l'information et de le faire rapidement et de faire aussi des plans d'action. Des plans d'action, encore une fois, qui doivent être aussi partagés, participatifs. Nous, on fait ça tous les 2 ans, et c'est quand même un moment fort pour la RH, puisque c'est quand même en grande partie ta feuille de route, hein. La question, c'est comment tu nourris aussi, au-delà de ton plan stratégique. Nous, on a un plan stratégique qui s'appelle Ensemble Performance Solidaire, dans lequel on a des enjeux vraiment très importants, d'engagement, sociaux, sociétaux et environnementaux, dans un métier qu'est la banque, hein, qui nous lie, sur lequel on va communiquer en externe, notamment sur la fierté d'appartenance issue de cette enquête, eh bien, on va le comprendre grâce à l'IA. Voilà, c'est vraiment des technologies qui amènent une puissance en fait pour comprendre les expressions de grand nombre, mais de le faire aussi de manière détourée. Et ensuite, on va le restituer par groupe, donc par entité du groupe, par peut-être parfois par sous-groupe, et on va avoir des sujets que chaque manager, chaque équipe managériale et avec son équipe, en fait, va pouvoir adresser au travers d'un plan d'action qui permet aussi de réengager les collaborateurs par la suite. C'est vraiment un exemple qui est intéressant. Je pense qu'il doit parler à beaucoup de nos auditeurs parce que ces enquêtes, je pense qu'on les vit dans pas mal d'entreprises. Et là aussi, ça nous ramène au Covid. Je me rappelle qu'on a tous lancé beaucoup d'enquêtes dans ces périodes-là pour comprendre comment allaient nos collaborateurs. Et on a été vite confronté à une problématique de masse des données. Enfin, tu parlais tout à l'heure de 13 langues, de 80 000 salariés. Enfin, c'est gigantesque. Et je me souviens qu'à l'époque, de fait, on était beaucoup sur des questions fermées. Enfin, c'était oui ou non, c'était noté de 1 à 5. Et en fait, là, grâce à l'IA, on va pouvoir remettre beaucoup plus de champs libres parce qu'on sera en capacité de traiter le verbatim et ça, c'est impressionnant. Mais
Aujourd'hui, quand on dit tout ça, est-ce que, cette nouvelle stratégie, ces nouveaux outils vont te permettre de revoir la cadence peut-être des enquêtes et la rapidité d'obtention des résultats? Alors, déjà, en fait, ces technologies qui comprennent la complexité, encore une fois, de l'expression, qui restituent, alors au niveau groupe, hein, les grandes tendances, elles le font dans un délai qui est évidemment, absolument fulgurant par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres schémas classiques, comme tu dis, fermés et avec aussi quand même le sentiment pour chacun d'avoir pu s'exprimer. C'est-à-dire, c'est encore une fois un traitement d'expérience aussi, c'est le fait de simplement de proposer des fenêtres où je vais pouvoir exprimer en fait mon ressenti, ma frustration, mes attentes, et cetera. C'est quand même déjà en soi performant. Pour la petite histoire, on avait fait des enquêtes pendant le Covid. C'était «Comment allez-vous?» Donc était un format différent. Enfin, c'est vraiment, c'est pas un baromètre, c'est vraiment un sondage autour de simplement la question de la crise, sanitaire et comment, on avait mis ça sur étagère. On n'avait pas imposé en fait aux entités, mais plus les entités en faisaient, plus en fait la performance et l'engagement des collaborateurs était fort. C'est-à-dire que le simple fait de les interroger finalement amenait en soi aussi déjà la question d'adhésion. Donc ces technologies, elles sont puissantes, elles sont rapides et elles amènent du coup derrière la capacité dans un cadre qui va être plus restreint. On a pris une solution sur étagère qui s'appelle Wissey, qui en fait, qu'on peut monter dans les parcours, va nous permettre sur des moments clés, touch point du parcours, de venir en fait interroger les collaborateurs de manière à comprendre, le moment et comment ils l'ont vécu. Donc c'est bien entre le baromètre qui est global group et la capacité ensuite, dans des processus RH, venir faire des focales, sur un moment, toujours avec cette IA, la capacité en fait de bien comprendre l'environnement, parce qu'un des sujets de la transformation, c'est la révélation. Première étape, c'est on révèle, on partage et puis après on agit. Et donc sur le volet révélation, l'IA nous sert à la fois de manière déductive sur des données, ça peut être des données, décisionnelles, opérationnelles, voilà, et la combinaison avec justement de l'émotion, donc au travers de ces enquêtes et en fait, on combine dans le parcours ce qu'on déduit, d'un côté des enquêtes et ce qu'on induit d'un point de vue des processus et on recompose une expérience et c'est ça, en fait, qui est puissant aujourd'hui et qui te permet vraiment de mieux répondre aux attentes des uns et des autres. Merci pour tout ça. Donc on a vu l'IA va beaucoup nous aider sur le recrutement, on l'a vu sur, la gestion des carrières, on l'a vu là sur la à l'instant sur la communication. Il y a un pan que j'aimerais explorer avec toi, c'est, la formation et le développement, professionnel. Donc les plateformes d'apprentissage, basées sur l'IA peuvent recommander des parcours de formation. Alors ça nous ramène à Netflix. Moi j'ai un de mes anciens patrons qui me disait: «J'aimerais avoir la plateforme Netflix de formation, dans le groupe». Mais l'IA peut suivre aussi la progression des collaborateurs, ajuster les parcours. L'IA aujourd'hui est très utilisée aussi dans tout ce qui va être réalité virtuelle ou réalité augmentée, donc même l'environnement de l'apprentissage, change. Les collaborateurs, et je sais que c'est très utilisé dans la banque, hein, peuvent reproduire des environnements de travail pour mettre en situation, notamment des chargés de clientèle, hein, je dévoile pas de sujet. L'approche immersive peut améliorer l'efficacité de la formation et rendre l'apprentissage plus engageant, pour les collaborateurs. Bon, du coup, on entend beaucoup parler, hein, de cette IA dans le monde de la formation et du développement. C'est quoi ton avis sur le sujet? Et est-ce qu'aujourd'hui tu as déjà des retours d'expérience à nous partager? Bon, le développement des compétences, et la question de la bonne intégration des compétences, hein, ça se fait au travers effectivement de solutions relativement, classiques aujourd'hui encore et donc l'intérêt des technologies d'IA, c'est premièrement, d'être capable d'aller sourcer des contenus pédagogiques qui, quand je dis pédagogiques, enfin à forte, en tout cas qui peuvent nous permettre d'apprendre, qui ne sont pas forcément produits par l'organisation, mais qui se trouvent déjà sur des plateformes ou quelque part, donc qui vont permettre vraiment de traiter et développer. Cette capacité de sourcing, comme on l'a sur le recrutement, elle est réelle. Ça demande aussi de prendre un pas de côté sur ces modèles de formation où à un moment donné, on produit tout en interne et de, voilà, de s'ouvrir un petit peu à ça. Le deuxième sujet, c'est effectivement le moment de l'expérience en formation. Donc c'est vrai que
met de côté la question de tout le processus de mise en formation, qui est souvent assez, enfin, qu'il faut vraiment retravailler. Et puis, il y a le moment vraiment de la formation. Là-dessus, on a quand même des technologies qui sont assez fulgurantes. Nous, on a pu en tester autour, par exemple, de l'émotion exprimée par le visage pour vérifier effectivement le déroulé d'un entretien, par exemple, commercial, pour dire est-ce qu'effectivement la posture que vous communiquez, comment vous vous situez dans la posture de la communication. Donc ça, c'est des choses qui avancent quand même assez vite, hein, la détection, la captation des émotions. La question aussi de tout ce qui est self-care, donc vraiment encore une fois, on revient sur, je peux me développer aussi tout seul, notamment les compétences, plutôt humaines, compétences sociales. Et puis il y a les formations la plus immersive où là, on va vraiment approfondir l'expérience. Bah, par exemple, nous, on a travaillé sur les incivilités, on scénarise en fait des situations de crise à l'accueil, en caisse, en agence, et c'est vrai que c'est des modules en fait totalement immersifs. Vous avez un casque et en fonction de votre comportement, de votre réaction à la situation, en fait, on va guider le scénario qui a plusieurs millions de combinaisons, en fait, qui va s'adapter en fonction du coup de ce qui se passe. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi de traiter, la réaction là, pour le coup complètement personnelle et pas de manière, on va dire, magistrale. On n'est pas dans une approche descendante, on est dans une approche adaptative et donc ça, c'est un vrai, support, via effectivement ces technologies de transformation de l'expérience de formation. Et le dernier sujet pour la formation, c'est la question de la bonne intégration de la formation dans la pratique professionnelle. Et ça aussi, pareil, l'IA va servir en fait à la fois dans le calcul de coûts. Enfin voilà, donc c'est pour moi toute cette chaîne de valeur démontre que la partie en fait développement des compétences, elle est évidemment largement améliorable au travers de ces technologies. OK, merci, merci Rénal. Alors j'espère qu'à travers ton intelligence artificielle, tu vois sur mon visage toute la joie que j'ai de partager ce moment-là avec toi. Donc on a abordé les sujets de la personnalisation, de la communication, de la formation. Je te propose de nous arrêter un petit moment maintenant sur la performance, RH. Donc là, on parle bien de la performance RH de l'entreprise. Bon, l'IA, à mon avis, peut être un accélérateur de cette performance. La performance RH, bah, elle vise à quoi? Elle vise à maximiser la contribution des collaborateurs dans l'entreprise, mais aussi améliorer leur bien-être et leur développement, professionnel. Hem, Reynald, quelle est ta vision de l'impact de l'intelligence artificielle sur la performance RH en entreprise et peut-être avec un exemple concret de ce que tu fais, hein? Alors déjà, je pense que la première étape, en fait, avant de répondre à ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, la RH, c'est vraiment du business. C'est un sujet en soi d'ailleurs d'analyse autour de la data. Pour la petite information, en fait, quand on fait des grandes enquêtes sur Vous avez la parole, on regarde s'il y a des corrélations, par exemple, entre des éléments commerciaux et des questions d'engagement. Typiquement, un bon indicateur de vérifier effectivement si mais je parle de business parce que, faut vraiment que la RH les acteurs de la RH se disent que, démontrer justement ce lien entre performance, business et RH, c'est une partie de leur job et que la donnée qu'ils sont énormément producteurs de données, il y a beaucoup de données dans l'univers RH, qu'il faut aussi qu'ils aient au sein même des équipes RH des experts de la donnée, des experts qui mobilisent la donnée. Et l'autre question en fait à traiter en face de la donnée, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être performant? Qu'est-ce que ça veut dire d'être performant en recrutement chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire d'être performant dans l'intégration des salariés? Enfin, c'est plutôt une foultitude de questions, attachées à la question, on va dire, de ce que pourrait appeler les promesses, on va dire, des services RH vis-à-vis des collaborateurs ou des candidats, ce que Google appelle les OKR, hein. C'est quelles promesses je fais et est-ce que en face, je suis capable de mettre des indicateurs de cette performance? Donc ça, c'est poser le cadre général et ensuite, il y a la question de creuser ces données. Donc j'ai pris un cas tout à l'heure de confrontation d'un modèle de compétences avec la question de la performance. Heu, Nous, on a repéré, par exemple, des choses toutes simples, hein. On a des corrélations, j'ai pas dit des causalités, entre les notes Google, par exemple, des clients, des salariés qui passent en caisse et la question de l'engagement. Pas de causalité, j'ai pas fait de mais il y a des corrélations. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que les 2 sont liés. C'est des questions un peu de ce type-là qu'il faut arriver à creuser. Si on prend, tout à l'heure, on parlait du processus de recrutement et j'expliquais comment en fait on fait toute la chaîne, on va dire, de calcul. La donnée est vraiment le matériau aussi pour venir retravailler dans un mode d'organisation produit les engagements qu'on prend.
Tu prends le modèle du parcours, tu dis sourcing, détection, candidature du candidat, sélection, envoi des pièces, etc. À chaque moment, tu vas avoir besoin en fait en face de mettre des indicateurs qui doivent être à la fois sensibles et qui vont sensibles aussi côté interne, c'est-à-dire tu vas dire il y a une partie pour les équipes, je sais pas, administration du personnel, une partie pour le candidat, une partie pour le manager, une partie pour le RH. Et donc la question, c'est de recomposer ça en se disant finalement, est-ce qu'on est bien sur le niveau attendu à ce moment-là en termes d'intégration. S'il se passe quelque chose de négatif pour l'un, généralement, ça a un effet de bord pour les autres. Donc c'est cette capacité au travers effectivement de cette culture de la donnée, de ces questions autour de la performance qu'on est capable vraiment de révéler les problèmes et de les traiter. Et dans un mode qui n'est pas le mode projet, qui est plutôt le mode produit, c'est-à-dire la maintenance de l'expérience et des promesses pour chaque étape du parcours. Très clair. Tous ces échanges ont permis de faire un large tour de l'impact sur l'IA, sur l'expérience collaborateur, mais avant de glisser tranquillement vers notre conclusion, je voulais qu'on s'arrête une petite minute sur l'éthique et le respect de la vie privée, puisqu'on sait que c'est un sujet important. L'IA dans l'entreprise, ça pose quand même des questions, et je vois que dans le fil de discussion, il y a quelques questions qui sont totalement dédiées à ça. En une minute, Reynald, ces aspects d'éthique et de protection des données, tu les as intégrés, hein? Alors, il y a plusieurs questions éthiques. Je pense que déjà, on a beaucoup parlé tous ensemble aujourd'hui du quoi, hein. On a mis des exemples, mais il y a la question du comment. Je pense que le sujet pour bien déployer en fait toute solution d'IA, notamment au poste de travail, c'est la question aussi de, d'autres sujets comme la question de l'intérêt au travail. C'est-à-dire on voit bien qu'on a des sujets dans, la société, hein, sur la question de l'engagement, le sens au travail et puis, une déclinaison un peu plus fine qui est l'intérêt au travail. L'intérêt au travail, c'est en gros, je suis utile, on me reconnaît comme utile et je peux développer mon utilité, hein. Si on résume l'intérêt au travail, c'est à peu près ça. Hem Quand on prend ces éléments-là, on peut plus, pour moi, mettre de côté, la question à la fois de la technologie, mais la question aussi de sa part humaine. Choisir quelles sont les activités qui, à un moment donné, sont plus favorablement pour moi, capables d'être portées par la machine que par moi, ça fait sens pour garder un niveau d'intérêt. Si tout le monde se retrouve effectivement à avoir un intérêt qui baisse, on va tous être conduits à mettre de l'IA partout. Enfin, je veux dire, je résume assez vite, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, tu vois une perte d'adhérence en fait entre le salarié et son métier, sachant évidemment que toutes ces technologies challenge évidemment aussi la question des activités, donc les compétences que je mobilise pour les réaliser. C'est bien ce sujet-là. Le deuxième sujet éthique, c'est la question de la redevabilité. Quand on prend des décisions, alors c'est pour répondre en partie à cette personne-là, quand on prend une décision, heu, qu'elle est uniquement, on va dire la décision de la machine, évidemment, éthiquement, on a un gros trou dans la raquette puisque, même les concepteurs des IA concernés ne sont pas capables de rendre compte de la décision qui a été prise. Il y a des domaines, si on prend le défenseur des droits, il y a 26 critères de discrimination au titre du défenseur des droits. On ne peut pas, dans l'ensemble de ces compartiments, que ce soit l'accès au logement, l'accès au crédit, la bancarisation, la question de l'apparence, enfin tous ces sujets-là, en fait, à un moment donné, toute décision attachée à ça et dans le cadre d'une saisine, vous devez rendre compte de vos choix. Ça ne veut pas dire qu'on va vous dire que vous avez été discriminant, ça veut juste dire qu'on va vous dire: «Mais comment vous avez pris votre décision?» Et ce, pour l'accès au crédit comme pour l'accès à un emploi. Donc cette question, elle est assez vite tranchée. Alors dans l'IA Act, on le voit bien aussi arriver, c'est bien la question de rendre compte par l'action, en fait, humaine de la décision. En gros, l'IA va pouvoir être capable de dégrossir le sujet. Sachez que néanmoins, moi, je suis attaché aussi à passer outre, à overrunner, comment dire, à écraser les décisions de l'IA par l'humain. Il y a des possibilités aussi de dire, OK, il n'est pas d'accord et moi je veux. Donc ça, c'est important et ça, c'est une décision qu'on a prise dans le groupe pour le faire. Et puis, il y a la question de, une fois qu'on a une saisine, comment on raconte le choix qu'on a opéré et pour lequel on doit être redevable, hein, donc expliquer de manière éthique. Et de manière générale, ces sujets, si on les prend bien de manière éthique, on articule bien la question en fait et le vivre avec la question finalement de l'IA. On a rassuré le collectif, on a rassuré les managers, on explique le sens. Donc pour moi, la partie éthique, elle ne s'oppose pas, elle est vraiment l'excellente manière en fait de déployer et d'accompagner les technologies au poste de travail.
Bon, c'est très bien parce que dans l'apport que tu viens d'amener, on a répondu à des questions du fil. Donc, je rassure peut-être tout de suite nos auditeurs, toutes les questions qui ont été posées dans le fil de discussion, on va les récupérer et vous obtiendrez les réponses évidemment à ces questions. Moi, je vais retenir quelques mots qui m'ont semblé importants, quelques éléments. Donc, l'IA, oui, ça prend de la place dans la RH. Faut pas avoir peur, faut y aller, faut faire attention à l'éthique, faut faire attention à la vie privée. Plus important, je crois que on l'a dit plusieurs fois, c'est que l'IA ne va pas remplacer l'humain. C'est une extension de l'humain. Donc, on va être plus efficace, on peut aller plus loin. Mais du coup, le mot de la fin pour toi, Rénal, puisque c'était la question de notre conférence, l'IA et l'expérience collaborateur, c'est une évolution ou une révolution? Bah, j'ai un peu répondu au début, c'est-à-dire que quand je vous explique que c'est une longue, c'est un historique de technologies et cetera, qui arrive finalement à se concentrer dans un moment qui est le rassemblement d'une foultitude de sciences et de technologies. Pour moi, c'est plutôt une approche évolutive et en tout cas, je pense que dans l'intégration de ces technologies, il faut vraiment l'articuler avec aussi ce qu'on a pu connaître avec des technologies dites, on va dire automatisation, de niveau 1. C'est-à-dire comment en fait, on a déjà pour une grande part automatisé, dématérialisé, mis en place de la signature électronique et cetera. Là, on vient avec une nouvelle technologie et pour moi, elle ne vient simplement que s'ajouter, d'accord, dans une bonne combinaison, où en fait, soyons clairs aussi, à chaque fois que vous digitalisez, vous automatisez et même si l'IA est anthropomorphe, on a quand même besoin d'humains. Bon, du coup, pas d'évolution, pas de révolution, mais plutôt de l'accélération. Voilà, l'accélération, exactement. Eh ben, merci à tous, c'est un plaisir d'animer cette conférence avec vous. C'est c'est un plaisir d'activer cette conférence avec toi, Reynald. Merci à tous nos auditeurs et encore une fois, on va répondre à toutes vos questions ultérieurement. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Merci à tous.